Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à la Gaîté Lyrique pour cet événement tout à fait particulier. Autodesk organise un événement qu'on appelle la Design Night depuis déjà quelques années aux États-Unis, à San Francisco. Et il a été décidé cette année de choisir une superbe ville qui s'appelle Paris pour le faire en Europe. Donc c'est le premier événement qu'on appelle Design Night en Europe, à Paris. Et on est relativement heureux de vous accueillir ici, dans cet auditorium, dans cet espace collaboratif où vous allez voir un certain nombre de technologies, où vous allez pouvoir surtout rencontrer des designers, des passionnés, des makers, enfin un certain nombre de personnes qui ont à peu près la même passion que vous, le design. Donc je me présente, je suis Frédéric Habitant et je m'occupe de la partie design chez Autodesk, sur la partie Europe du Sud. Et vraiment pour moi c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et on aura l'occasion, bien sûr, de se rencontrer autour du buffet ou autour d'une coupe de champagne pour discuter un peu plus en détail d'Autodesk, ou en tout cas l'implication d'Autodesk parmi le monde du design. Alors ce soir, on a décidé de vous accueillir dans cette Design Night. On a décidé de traiter un sujet qui nous apparaît être important, qui est comment capturer le monde qui nous entoure. Alors c'est un vaste sujet, puisqu'on tous les jours on capture un certain nombre de choses. Et là, il nous semblait important, en tout cas, de travailler sur cette thématique qui vous est probablement chère aussi, puisqu'on capture de toute façon un certain nombre de choses. Nos yeux capturent des choses tous les jours. Hein. Mais là, l'idée, c'est comment on va allier la technologie par rapport à ces captures-là et comment on va faire en sorte que le monde réel rejoint le monde, finalement, le monde capturé, le monde virtuel. Et pour finalement illustrer les propos de cette thématique, j'ai la chance d'accueillir cette jeune génération, en tout cas Jonathan Chemla, qui représente une société qui s'appelle Iconem. Tu me corriges si je me trompe. Hein. J'ai pas arrêté de prononcer ça Icomen toute la journée. Et voilà, là je l'ai bien dit, Iconem. Et il vous fera l'illustration, en tout cas, de tout l'apport de la technologie par rapport à la capture du monde réel et comment on peut combiner finalement le monde réel et virtuel. Et surtout, comment on peut protéger le patrimoine culturel qu'on peut avoir autour de nous. Alors, je ne vais pas faire tout le déroulé de ton CV parce qu'on y passerait 2 heures. Tu es un garçon brillant, tu as fait des études aux États-Unis, en Angleterre, pardon, sur la partie capture d'images. Et évidemment, il vous faudrait passer beaucoup de temps. Donc, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu comment Iconem permet, en tout cas, utilise les technologies qui nous entourent, en tout cas ces nouvelles technologies, dans le monde réel. Et évidemment, j'aurai le loisir de te poser un certain nombre de questions. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient plutôt intéressantes. Et s'il y a des questions parmi cette assemblée de personnes éclairées, on aura un micro qu'on fera tourner pendant après la présentation. Okay, donc, je te laisse la parole, Jonathan, et merci en tout cas. Très bien. Alors merci d'abord à Frédéric, merci à Béatrice et à Autodesk de me permettre de vous expliquer ce soir quels sont les enjeux pour nous, Iconem, de la capture de la réalité. Donc je m'appelle Jonathan, je suis en charge de la recherche et développement chez Iconem et je vais évoquer ce soir la thématique de la protection du patrimoine archéologique mondial grâce aux nouvelles technologies. Alors, il faut savoir que les sites archéologiques aujourd'hui, dans le monde, ils sont menacés par tout un certain nombre de facteurs. Il y a des causes naturelles, il y a les inondations, l'érosion, les séismes, mais il y a aussi des causes humaines. Le pillage cause énormément de dégâts, de disparition de matériel archéologique. Comme on peut le voir sur l'image en haut à droite, c'est des trous de tunnels créés par des pilleurs. Il y a aussi l'urbanisation, donc la construction d'infrastructures pour les routes, l'expansion urbaine par exemple, qui empiète de plus en plus sur certains sites archéologiques. Et il y a aussi les conflits, les destructions idéologiques, comme on a pu le voir récemment dans le cadre de Palmyre. Et donc en partant de ce constat, il y a 2 personnes, donc les 2 fondateurs d'Iconem, Yves Hubelmann à gauche et Philippe Barthélémy. Donc Yves Hubelmann qui est architecte de formation, qui a travaillé énormément sur différents chantiers archéologiques au Proche et au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient et en Asie mineure. Et Philippe Barthélémy qui est pilote de drone, qui sont associés début 2010 pour essayer d'apporter une réponse à cette problématique de disparition, de dégradation de certains sites archéologiques. Quand ils sont associés, ils ont aussi contacté de nombreux chercheurs de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, de l'École normale supérieure, qui faisaient de la recherche pour essayer, à partir d'un certain nombre de photographies, de reconstruire une copie numérique d'un monument, d'un site archéologique, enfin d'un monument, d'un objet 3D qui était photographié.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, on prend un très grand nombre d'images d'un objet, d'une scène, et on arrive à replacer toutes ces images les unes par rapport aux autres dans la scène 3D. Et ensuite, on va reprojeter chacun des pixels des photographies en 3 dimensions. Et donc le modèle 3D qu'on obtient à la fin, c'est vraiment une copie de la réalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on a besoin d'acquérir énormément de photos, c'est un procédé qui prend du temps, et les nouvelles technologies, les technologies du drone, qui étaient assez récentes, qui commençaient à être développées à la fin des années 2000, nous permettaient d'accélérer énormément la prise de photos, et donc de survoler des chantiers qui n'étaient pas faciles d'accès, de les survoler énormément, plus rapidement, et donc de prendre énormément de photos. Ce que vous voyez à droite, c'est différents sites archéologiques sur lesquels on a travaillé. On est principalement axé sur le Proche-Orient parce que c'est là qu'on avait les contacts à l'origine. C'est 2 personnes qui viennent qui ont été travailler avec des équipes archéologiques sur le terrain en Proche-Orient, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Donc, au cours de cette présentation, j'ai fait une brève introduction, grosso modo, des enjeux de la capture et de pourquoi est-ce que nous, on a besoin de faire ces sauvegardes du patrimoine archéologique. Je vais vous présenter maintenant 3 projets avec 3 problématiques différentes. À la fin de chaque projet, il y aura une petite vidéo qui vous présente les enjeux, les problématiques et les résultats qu'on peut obtenir grâce à ces nouvelles technologies. D'abord, je vais vous présenter le site de Meh Sainak en Afghanistan. Ensuite, le site de Khorsabad au Kurdistan. Et en dernier lieu, je vais vous présenter un grand projet qu'on est en train de mener actuellement de sauvegarde du patrimoine syrien qui s'appelle Syrian Heritage. Et je vais aussi vous présenter le projet de Palmyre. Alors, tout d'abord, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le site de Meh Sainak. C'est un site qui est au sud de Kaboul, en Afghanistan. C'est le site que vous voyez sur la montagne que vous voyez à gauche de cette image-là. Il y a différents monuments archéologiques, il y a énormément d'édifices religieux, de statues de Bouddha, etc., comme on peut le voir sur ces images-là, ces prises de vue aériennes. Et donc, c'est un site magnifique bouddhique de la civilisation Kushan en Afghanistan. Le problème, c'est que à droite de l'image, là, ce que vous voyez, c'est un camp d'exploitation minier. En fait, sous cette montagne de Meh Sainak, que vous voyez là en perspective, il y a la 2e plus grande réserve de cuivre au monde, et c'est une réserve de cuivre qui va être exploitée. Ce qu'on voit sur l'image de gauche là, à gauche c'est l'arête de la montagne, et ce qu'on appelle la zone rouge, c'est la zone qui va être exploitée pour l'exploitation du cuivre. Le problème, c'est que tous les monuments qui se trouvent à l'intérieur de cette zone rouge vont être amenés à disparaître. C'est des statues qui sont en terre, qui sont friables, donc on ne peut pas transporter. Et donc le problème, c'est que cette mine va être amenée à être exploitée. Et donc on n'a pas de moyen de préserver ce site archéologique-là. C'est pour ça que les archéologues afghans nous ont demandé de venir sur le terrain. Ça a été le premier projet d'Iconem, donc en 2010. Ils nous ont demandé, ça a été le projet qui nous a permis de mettre à l'épreuve ces nouvelles technologies drones, ces nouveaux algorithmes de photogrammétrie. Et donc on a été sur le terrain, on a acquis énormément de photos et on a pu faire une copie virtuelle du site archéologique dans son entier. Cette copie, elle est à différentes échelles. Elle est à l'échelle de l'élément architectural. Là, ce qu'on voit, c'est un rendu 3D. C'est un modèle 3D à gauche qui est avec texture et à droite qui contient seulement les ombres. Donc on l'a à l'échelle du monument architectural, mais aussi du bâtiment architectural, et enfin du site dans son entier. Là, je vais vous présenter maintenant une vidéo qui résume le projet. Donc là, il faut savoir qu'on navigue vraiment dans le modèle 3D. Donc c'est le modèle qu'on a réussi à réaliser grâce à toutes les photos qu'on a prises et qu'on a retraitées chez nous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce modèle, il a différentes échelles et il peut servir de base de travail à la communauté scientifique, de base de travail aux archéologues, qui vont pouvoir réaliser toutes leurs mesures sur ce modèle qui est photoréaliste, qui est très précis en géométrie, qui est très précis en texture. Et donc là, on voit la superposition des différentes échelles qu'on a sur ce site-là. Donc ça, c'est une stupa, c'est un édifice religieux en Afghanistan. Et après, vous allez voir certains des drones qu'on avait utilisés dans le cadre de ce projet. Le site de Meh Sainak, il faut savoir qu'on y est retourné année après année depuis 2010. Donc ça permet de faire un suivi des fouilles archéologiques. Au début, ça nous a même permis de détecter dans le paysage, permettre aux archéologues de détecter dans le paysage des éléments qui n'étaient pas d'origine naturelle, et donc d'orienter les fouilles archéologiques. Donc là, vous voyez Yves avec un drone, et Philippe un petit peu après.
Voilà, il faut savoir que ce modèle 3D, il sert à la fois à la communauté scientifique et aux archéologues, mais aussi on va pouvoir transmettre aux générations futures en fait, le site de Messainac tel qu'il était quand nous on l'a numérisé, et on va rendre possible la navigation dans le site archéologique, la découverte des différents édifices, et on est en train de créer différentes expériences immersives sur les différents sites qu'on est en train de numériser. Donc voilà pour le cas du projet de Messainac. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième application de ces technologies drones et comment est-ce que en fait, les nouveaux drones, les drones longue distance, nous permettent de faire ces copies numériques à distance. Comment est-ce qu'on peut, en prenant énormément de photos d'un site qui est inaccessible, faire ce relevé 3D et quelle utilité il peut avoir. Le site de Khorsabad, en fait, c'est la cité de Dourcharokhin, c'est de là que viennent les taureaux ailés de Khorsabad, de la cour de Khorsabad au Louvre, par exemple. C'est un site qui est au nord-est de Mossoul et qui est actuellement sur le territoire de Daesh. En fin d'année dernière, on a mené une campagne de numérisation avec le gouvernement kurde de différents sites du patrimoine kurde et on a mené le projet de faire cette numérisation à distance du site de Khorsabad qui est actuellement sur le territoire de l'État islamique. Donc on a envoyé un drone longue distance, c'est des drones qui peuvent parcourir jusqu'à 100 km, voler pendant 2 heures. On a envoyé le drone, on a pris énormément de photos. Le drone est retourné du bon côté de la frontière du front kurde. Nos équipes étaient à une dizaine de kilomètres du front entre l'État islamique et les Kurdes. Et donc on a pris toutes ces photos, on les a traitées dans nos locaux. Et donc là, vous voyez en rouge, donc là c'est le village de Khorsabad au nord-est de Mossoul. En rouge, vous voyez l'emprise du modèle 3D que nous on a réussi à réaliser grâce à toutes ces photos. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle 3D, on va pouvoir l'étudier, une fois qu'on l'a produit, on va pouvoir l'étudier sous différents angles, on va pouvoir zoomer énormément dessus, c'est un modèle qui est très précis. Et donc on va pouvoir par exemple détecter tout un tas de choses. Là vous voyez plusieurs zooms, donc on peut voir des éléments architecturaux, des guérites. On voit plusieurs pierres qui sont posées au sol, qui ont été déterrées, qui sont posées au sol sur le site de Khorsabad. On voit aussi des pans de murs, du haut des murs de la cité antique de Khorsabad qui est actuellement sous le tel. Et on a aussi on peut repérer des entrées de tunnels. Il faut savoir que sous certains sites archéologiques, les entrées, c'est un vrai gruyère en fait. Les pilleurs creusent énormément de tunnels d'entrée pour essayer de récupérer des éléments archéologiques qu'ils peuvent revendre ensuite sur le marché noir. Il faut savoir que toutes les pierres n'ont pas été déterrées par l'État islamique. Il y en a certaines qui étaient déjà visibles avant l'occupation du site archéologique. Mais voilà, donc là, on a pu produire ces documents. Là, vous voyez une vue en perspective de ce modèle 3D. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, dessus, superposer différentes couches de documentation. On va pouvoir superposer, par exemple, le plan de la cité antique, tel qu'il a été relevé au milieu du 19e siècle par les archéologues. Donc là c'est l'emprise de la cité antique. Mais on peut faire aussi tous relever des différentes pierres, des différentes entrées de tunnels sur le modèle 3D et les superposer à ce plan de la cité antique et à notre modèle 3D. Du coup, on peut comprendre un petit peu comment est-ce que les pilleurs opèrent. On peut comprendre où est-ce qu'ils se focalisent, où sont créées les entrées de tunnels et les pierres ensuite qui sont déterrées. Et donc ce modèle 3D, aujourd'hui, il est donné aux archéologues du Louvre pour étudier plus précisément cette thématique du pillage sur le site de Khorsabad. Ouais, voilà une vidéo sur le site. Voilà, là on zoome dans le modèle 3D. L'avion qui a pris ce modèle, il volait à environ 200 mètres d'altitude, donc pour pas risquer de se faire descendre par Daesh. Et donc là, on voit le modèle 3D texturé ombré qu'on a pu réaliser, et les différentes couches d'informations qu'on peut superposer à ce document 3D. Le plan de la cité, les entrées de tunnels et toutes les pierres qu'on a pu relever sur ce modèle 3D. Et ces documents, aujourd'hui, ils sont entre les mains des archéologues pour essayer de comprendre cette thématique du pillage sur le site de Khorsabad. Voilà, donc maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre à distance le pillage de certains sites archéologiques.
Je vais maintenant vous parler du projet Syrian Heritage. Donc, c'est un projet qu'on mène en parallèle avec les archéologues syriens, avec la DGAM, la Direction Générale des Antiquités et Musées Syriens. Donc, les archéologues syriens, on travaille avec eux depuis maintenant 3 ans. Le premier projet qu'on a mené, c'était sur le Krach des Chevaliers. Le Krach des Chevaliers, c'est une forteresse des Croisés qui est une place forte en fait, qui est située à environ 500 mètres au-dessus d'une grande plaine en Syrie, à l'est de la Syrie. Et le problème, c'est que cette place forte, elle a été utilisée pendant le conflit entre les rebelles et l'armée syrienne, comme place forte aujourd'hui. Et en fait, le site, la citadelle a subi énormément de dégâts. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de faire ces technologies 3D qu'on a développées en partenariat avec l'INRIA, les appliquer sur ce site, mais à distance, parce que là, on ne pouvait pas du tout aller sur le site archéologique. C'est un projet qui est plus vieux que Corsabad pour le coup. Donc on n'a pas pu utiliser ces drones longue distance-là. Mais on a pris énormément de photos des réseaux sociaux, d'Internet, de différentes sources. On les a combinés et on a pu en fait refaire ces modèles 3D de certaines parties, en fait, les parties qui étaient les plus photographiées du Krach des Chevaliers. On a pu réaliser ce modèle 3D et on a aussi demandé aux Syriens qui étaient présents dans la citadelle de nous envoyer des photos après conflit, après dommages. On a pu faire un relevé 3D aussi de certains de ces endroits qui avaient été abîmés. En décembre 2015, on a aussi pu retourner sur le Krach des Chevaliers et faire une acquisition beaucoup plus précise. C'est le résultat que vous voyez ici. Donc ce modèle 3D, on peut l'utiliser, ces 2 modèles 3D d'avant et après conflit, on peut les utiliser pour comparer on peut comparer ces 2 modèles-là pour évaluer les dégâts structurels qui ont été causés sur le Krach des Chevaliers. Ce qu'on voit à gauche, c'est le plan avant conflit, à droite, après conflit. Et en rouge, c'est tous les dégâts qui ont été causés sur là, c'est un élément de la cour intérieure du Krach des Chevaliers. Donc il y a des pans de murs qui se sont écroulés, il y a énormément d'impacts de balles et de tirs de mortier. Il y a des colonnes aussi qui ont été complètement explosés. Et donc ces documents-là, on les utilise pour mettre en alarme, pour alarmer les autorités, les inviter à prendre des décisions pour la préservation de ces sites archéologiques. Et ensuite, ça c'était un projet qui a été mené fin 2014. Et en décembre 2015, on a réalisé la numérisation de plusieurs sites archéologiques du patrimoine syrien. Donc là, vous voyez la mosquée des Omeyyades à Damas, le théâtre de Djablé, le site phénicien d'Amrit. Et donc tous ces sites archéologiques-là, on les a numérisés en décembre dernier, en partenariat avec des archéologues syriens. Le site de la mosquée des Omeyyades, par exemple, on a fait de la formation aux archéologues pour qu'ils apprennent à prendre les photos de la manière qu'il faut pour pouvoir ensuite faire cette reconstruction 3D du site archéologique. Donc on fait cette formation-là avec les archéologues pour qu'eux puissent prendre en main leur patrimoine archéologique. Enfin, on sert en fait vraiment de support technologique aux archéologues. On apprend juste comment utiliser ces techniques pour la documentation scientifique. Donc ça, c'était en décembre 2012. En avril, Daesh est parti s'est fait chasser du site de Palmyre. Donc, directement après le départ de Daesh, les archéologues syriens nous ont demandé d'envoyer une équipe sur le terrain, une équipe sur le site de Palmyre. Et donc on a été là-bas juste après le départ de Daesh, une semaine après le départ, et on a pris énormément de photos sur le site de Palmyre avec les archéologues syriens. Sur le site de Palmyre, par exemple, on a acquis 10 000 photos. Enfin, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et toutes ces photos, elles sont toujours en train d'être traitées chez nous sur les grosses machines qu'on a dans nos locaux. Donc là, vous voyez sur cette photo-là le temple de Bel qui a été explosé en septembre-octobre 2015. Vous voyez aussi l'Arche de Palmyre. Donc ça, c'est des vues qu'on a pu acquérir par drone. Le drone sur le site de Palmyre, il faut savoir que c'était très utile parce que le site est énorme. Donc on a besoin de prendre beaucoup de photos rapidement parce que le site est un peu dangereux. Et aussi, en fait, il était encore miné au moment où on était sur le terrain. Donc on a pu survoler des zones qui n'étaient pas encore déminées à ce moment-là. Donc là, vous voyez l'Arche de Palmyre, sous différents angles. Donc ces modèles 3D, ces photos-là, elles nous permettent ensuite, toujours en appliquant les algorithmes, de faire des modèles 3D. Donc là, vous voyez un modèle 3D du temple de Bel. Les 2 vues, c'est un modèle 3D du temple de Bel. Et donc on voit, c'est le modèle du temple donc après destruction, après qu'il ait été explosé à la fin de l'année dernière. On voit
tous les blocs qui sont au sol. Et en fait, il y a certains des blocs qui sont toujours entiers. Et donc, on peut éventuellement, on pourrait éventuellement rebâtir le temple de Bel. Nous, on ne s'inscrit pas dans cette problématique, en fait. On produit ces différents documents pour que les archéologues et les autorités puissent, elles, décider si il y a besoin de reconstruire, s'il faut reconstruire, etc. Et donc, sur ce document, on voit qu'il y a certaines pierres qui sont encore entières. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle 3D, nous, on va l'utiliser comme base à tout un ensemble de documentation du site archéologique. Sur le temple de Bel, par exemple, on a énormément de données qui ont été prises lors de fouilles des années 1930 par Robert Ami. On a énormément de dessins qui ont été réalisés. Et donc nous, on va replacer tous ces documents-là dans l'espace 3D et puis faire des restitutions du temple tel qu'il était avant destruction. Donc ce que vous voyez ici, c'est en laiteux la version du temple après explosé par Daesh, et en version cuivrée, c'est le temple tel qu'il était avant destruction, enfin tel qu'il était grâce aux restitutions que nous on a pu réaliser. Il faut savoir qu'il y a aussi énormément de personnes qui nous ont spontanément envoyé des photos du site tel qu'il était avant le conflit, et ça nous aide à améliorer la géométrie du temple. Là, sur cette version-là, on a le temple, on a seulement c'est seulement des plans, grosso modo, qu'on a projetés dans l'espace, donc on n'a pas la géométrie très précise telle qu'on pourrait l'avoir grâce à la photogrammétrie. Donc les photos que nous envoient des gens du site tel qu'il était avant le conflit nous aident à améliorer ces modèles 3D. Et donc on a aussi fait ce travail-là sur l'Arche de Palmyre, que vous voyez ici. Vous verrez tout ça un petit peu mieux après en vidéo, ce sera mieux illustré. Donc pareil, en version laiteux, l'Arche de Palmyre telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est lorsque nous on l'a numérisée, donc à terre. Et en version cuivrée, c'est une restauration qu'on a fait grâce à des documents d'archives. Cette restauration, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait bloc à bloc. Et du coup, on peut faire des simulations de l'explosion de l'Arche de Palmyre lorsqu'elle a eu lieu. On simule la physique de l'explosion, donc le souffle de l'explosion, la masse des blocs, les coefficients de friction, etc. Et on peut comme ça essayer de simuler la cinématique des blocs qui ont été lorsque l'arche a été explosée. Ce qui est intéressant, c'est que ce document-là, donc là pour le moment, c'est des versions très très amont qui sont toujours à l'étude, enfin qu'on est toujours en train de travailler. On est en train d'affiner petit à petit ces simulations. Et donc ces documents-là, ils permettent, lorsqu'ils seront bien finalisés, de retrouver la position originale des blocs qui sont aujourd'hui au sol dans l'Arche de Palmyre avant qu'elle soit explosée. Donc voilà pour ce qu'il en était du site de Palmyre. Ce qu'il faut retenir du coup de cette présentation, c'est que les nouvelles technologies, les nouveaux algorithmes, les nouvelles technologies drone nous permettent aujourd'hui de faire face à la disparition des sites archéologiques. Elles permettent de créer de la documentation pour les archéologues. Elles permettent aux générations futures de naviguer dans les sites archéologiques. Elles permettent de réaliser des expériences immersives, etc. Et donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur notre site internet ou sur le Sketchfab d'Iconem, sur lequel on met beaucoup de modèles 3D qu'on réalise. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Voilà. Merci à vous. Je vais prendre le tien alors. Voilà, c'est bon. Bravo, honnêtement, moi je sais pas vous, mais en tout cas moi ça m'a bluffé totalement, enfin de voir un peu cette conjugaison de la technologie par rapport à l'antiquité, la culture et en tout cas le monde réel et virtuel, c'est totalement prodigieux. On va peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a dans la salle, et s'il y en a pas, je vais en faire moi-même. Hein. Voilà, c'est toujours la première qui est difficile, en général, elle s'enchaîne après. Bonjour, je voulais d'abord vous remercier parce que effectivement tout le travail que vous faites sur le fait de numériser des images sur des moments, sur des lieux qui vont disparaître et de préserver cette mémoire comme ça, c'est vraiment un travail formidable. Et voilà, merci beaucoup de le faire. Merci à vous. Et je me posais une question, même si sur du coup, qu'est-ce qui vient après cette numérisation? Alors il y a certaines choses sur l'esthétique de la destruction sur lesquelles moi je suis pas spécialement grand fan. Après, vous avez pris le choix de dire on va reconstituer l'espace ou le lieu, la ruine avant cette destruction-là. Et pour avoir visité certains sites archéologiques pour m'intéresser personnellement à ça, ce que je trouve difficile c'est imaginer tel que c'était quand les gens y vivaient. Et je me demande dans quelle mesure le fait d'avoir numérisé tous ces sites-là, est-ce que vous allez aller vers le fait de pouvoir reconstruire ces espaces à partir de cette numérisation telle qu'ils pouvaient exister au moment où les gens vivaient dedans et d'arriver à des étapes de réalité virtuelle
où on va pouvoir se balader dans les rues d'Éphèse ou du site de Palmyre et pouvoir croiser quelqu'un et l'interpeller qui nous raconte son métier, son quotidien dans un environnement naturel. Donc c'est une très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté là au cours de la présentation. Mais en fait, toute cette documentation 3D qu'on produit grâce aux photos qu'on acquiert, grâce aux drones et aux algos qu'il y a derrière, ils servent en fait en eux-mêmes de constat d'état d'un site archéologique à l'instant de la numérisation par Iconem. Et en fait, on a aussi effectué, toujours en dialogue avec certains archéologues, des restitutions des sites archéologiques tels qu'ils étaient lorsqu'ils étaient occupés. Donc, par exemple, sur le théâtre de Djablé, je ne vous l'ai pas montré, mais on a des restitutions du théâtre tel qu'il était avant. Sur certains sites comme au Sultanat d'Oman, à Kalat par exemple, on a fait des restitutions dans le cadre de documentaires de ces sites-là. Donc c'est un travail qu'on fait régulièrement, mais toujours en dialogue avec les archéologues. C'est pas nous qui avons ce crédit scientifique, c'est eux qui nous l'apportent. Donc nous, on émet plusieurs hypothèses avec eux et on les valide au fur et à mesure. Donc oui, on le fait sur certains sites archéologiques. Et alors la réalité virtuelle, on est en train de plus en plus de s'y consacrer. On a fait quelques expériences encore sur le théâtre de Djablé et sur le site d'Amrit de réalité virtuelle, mais pour le moment, donc on en est au tout début, donc on fait seulement des rendus fixes, par exemple, de nos modèles 3D. Et on est en train de plus en plus de réaliser des vidéos 360, en plus de ces photos 360, et même des expériences immersives où on peut se déplacer sur certains sites. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère mettre en place, qu'on est en train de mettre en place en interne et qu'on espère diffuser très prochainement. Voilà. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question sur la technique employée pour faire cette photogrammétrie. Donc, c'est des photos qui sont en surface, mais pour arriver à cette définition, il y a aussi différentes couches qui sont prises en même temps. Et puis, la vitesse du drone, je crois qu'il y a des milliers et des milliers de photos. Donc, je suis un peu curieux de savoir quelle est la source pour obtenir ces photos réalistes après. Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, grosso modo, c'est que on va sur un site archéologique avec le drone et on prend. Donc sur le drone, on met seulement un appareil photo avec une optique un peu particulière. On customise un petit peu nos drones et nos appareils photo pour qu'ils prennent différentes photos à différents endroits. Et en fait, en général, lors d'une acquisition, il y a toujours le pilote drone qui dirige le drone et puis il y a un opérateur qui dirige l'appareil photo à côté. Et donc il réalise les différentes prises de vue. Il faut savoir comment prendre ces vues, comment imager le site archéologique sous différents angles pour qu'ensuite les algorithmes puissent derrière les reconstruire. Et donc nous, on acquiert, le nombre de photos qu'on acquiert dépend en général du site archéologique. Sur certains sites, ça peut s'élever à 1 millier de photos. Sur le site de Palmyre, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et ensuite, on les traite sur des grosses bécanes qu'on a dans nos locaux. On va peut-être prendre une dernière question. Toujours sur le rendu donc, de la photo au modèle 3D. En général, vous les retravaillez après les photos ou votre logiciel fait tout? Enfin, le modèle, du coup. Alors, il y a plusieurs traitements. On n'utilise pas les photos directement telles quelles. On fait des égalisations des couleurs manuellement sur certains lots de photos, qu'on applique en batch, mais qui sont faits sur certaines photos pour que différentes parties du modèle 3D puissent être réassemblées toutes dans un seul même modèle, pour que le site qui a été photographié en matinée puisse se merger avec le site qui a été photographié dans l'après-midi, par exemple. Donc on fait des traitements pour éliminer les ombres, etc., sur les photos avant d'utiliser les algos. Alors, si vous avez quelques questions qui restent, je serais ravi d'y répondre après. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. C'était. Merci. C'était. Alors, je vais faire des remerciements d'usage avant de rejoindre le plateau de la Gaîté Lyrique, puisqu'on pourra bien sûr échanger, discuter autour d'une coupe là-haut. Je voulais remercier en tout cas la Gaîté Lyrique qui a coproduit l'événement. En tout cas, voilà, un grand merci. Mais aussi, je voudrais remercier les équipes d'HP qui nous ont présenté la nouvelle machine. Alors, je vais essayer de ne pas le prononcer de façon catastrophique. Le Sprout, voilà, c'est comme ça qu'on dit. On m'a dit, fais attention, il ne faut pas dire le Sprout. Donc, c'est le Sprout d'HP. Donc que vous pouvez aller découvrir. Donc c'est la nouvelle machine qui permet justement de capturer des objets.
Et évidemment aussi remercier le Tech Shop voilà. La PCI qui nous a gentiment aidé aussi à organiser l'événement, la PCI qui est l'association pour le design. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, alors je pense que tout un chacun ici a un compte Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, enfin les gens passent, c'est des meilleurs. Donc n'hésitez pas à faire circuler du tweet pour cette soirée. Hein. Voilà, vous avez les accès Internet ici, vous pouvez vous connecter et tweeter autant que faire se peut. Voilà. En tout cas, on vous remercie et on vous attend toutes et tous là-haut pour un échange chaleureux et tout à fait friendly, comme on dit en anglais. Merci. Merci beaucoup.